Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct de l'hémicycle la séance de questions cribles thématiques. Elle est consacrée aujourd'hui à l'aggravation des inégalités sociales dans le système scolaire. C'est Luc Châtel, ministre de l'Éducation, qui vient répondre aux questions des sénateurs. Au cœur des débats, les résultats de la France au test PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Il s'agit d'une étude internationale qui évalue le niveau de connaissance moyen des élèves de 15 ans. Et la France est loin d'être en tête de ce classement, alors que c'est un des pays de l'OCDE qui consacre le plus d'argent par élève. Je vous propose donc tout de suite de prendre la direction de l'hémicycle. Très bonne séance à tous. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question portera sur les projets de réussite éducative. Je rappelle que ces PRE sont la déclinaison concrète et opérationnelle au niveau local du programme Réussite éducative issu de la loi de cohésion sociale de janvier 2005. Il s'adresse aux enfants et adolescents qui présentent des signes de fragilité ou ne bénéficient pas d'un environnement social, familial et culturel favorable à leur développement. Ce programme, trop méconnu, me semble constituer un élément fondamental de la lutte contre les inégalités sociales dans le système scolaire. Il témoigne d'une nouvelle approche dans la prise en compte des jeunes élèves les plus en difficulté et vient compléter les autres dispositifs éducatifs. Ces projets favorisent l'épanouissement de l'enfant, sa socialisation, son autonomisation et participent ainsi à sa réussite scolaire. De nombreuses collectivités locales se sont engagées dans ce processus car elles ont indéniablement un rôle essentiel à jouer dans la mise en place d'une véritable politique locale d'éducation. Il faut se réjouir que depuis 5 ans, de nombreux projets se soient développés et fait leurs preuves et aient obtenu la reconnaissance des acteurs de la vie éducative, conseils généraux, ministres de l'Éducation, collectivités locales, écoles, parents. Cependant, alors même que la crise se fait de plus en plus sentir sur une population qui se paupérise littéralement, il semble que depuis plusieurs mois, les moyens alloués à ces projets se réduisent comme peau de chagrin. Certains projets ont vu leur financement baisser de plus de 35% en 2010 et de 20% peut-être pour 2011. À ce rythme, que restera-t-il de cette dynamique si positive? Prendre les problématiques des enfants et de leurs parents de manière individuelle a prouvé son efficacité dans la lutte contre les inégalités sociales et l'échec scolaire. C'est pourquoi je vous demande de renforcer ce dispositif en lui donnant les moyens de son ambition. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager sur le devenir des projets de réussite éducative et leur pérennisation? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame le sénateur Laborde, vous avez raison de rappeler l'importance des programmes de réussite éducative qui ont un intérêt majeur, c'est qu'ils prennent en charge les élèves, les adolescents de manière globale, c'est-à-dire pas uniquement sur l'aspect éducatif, mais aussi l'ouverture culturelle, sportive, la prise en charge en matière de santé, l'accompagnement social, la parenté, et donc c'est un programme intéressant à ce titre. Depuis mon arrivée au ministère de l'Éducation nationale, j'ai veillé à ce que ce programme s'articule bien avec d'autres dispositifs dont nous avons, nous, Éducation nationale, la charge directe. Je rappelle que le programme de réussite éducative est placé sous l'autorité de l'ACSE, dans le cadre de la politique de la ville. Eh bien, je veille à ce qu'il y ait une bonne articulation, notamment vis-à-vis de l'accompagnement éducatif, dispositif que nous avons instauré au collège en 2008 et qui vise à accueillir, après 16 heures, les jeunes qui étaient laissés jusqu'à présent à eux-mêmes et qui sont pris en charge à 62% pour de l'aide aux devoirs, à 22% pour de l'aide dans le domaine des arts ou de la culture, ou encore pour un accompagnement sportif à hauteur de 16%. Nous avons décidé avec mes collègues, notamment le ministre de la Ville, d'avoir une répartition claire du rôle de chacun. C'est-à-dire que l'éducation nationale est bien là pour transmettre les savoirs et donc assure l'accompagnement personnalisé, la partie éducative, de soutien scolaire, très importante dans la politique de personnalisation que nous menons. La politique de la ville, à travers les PRE, complète l'action de l'école hors temps scolaire.
notamment en orientant les jeunes en difficulté vers tous les dispositifs qui existent en la matière. Et puis enfin, les collectivités territoriales, elles, doivent mettre à disposition les ressources locales existantes de nature à faciliter le bon déroulement de l'ensemble de ces actions. Mon collègue Maurice Leroy a récemment rappelé que les programmes de réussite éducative méritaient d'être étoffés et donc nous voulons fixer de nouvelles priorités dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'absentéisme et du décrochage scolaire, de l'accompagnement individuel, mais aussi de la prise en charge des élèves qui peuvent être temporairement exclus de l'école, du soutien à la parentalité ou pour améliorer les relations entre les parents et l'école. C'est donc tout l'enjeu des renégociations des contrats urbains de cohésion sociale dans laquelle l'éducation nationale prendra toute sa part et c'est un point sur lequel je veillerai particulièrement. Madame Laborde. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu votre réponse et je voulais simplement vous dire que là, ma question, j'étais un petit peu plus, j'allais dire, basique. Je ne pensais pas seulement à culture, sport et accompagnement aux devoirs. Je pensais vraiment à la santé et à ce qui fait le quotidien des enfants et de leurs parents. Ça peut aller de l'achat de lunettes, mais aussi, hélas, à des enfants qui dorment dans leur voiture, qui dorment dans un petit 10 mètres carrés, et encore là je suis généreuse, et c'est à ça que doit servir le PRE. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant au président Jacques Legendre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La dernière enquête pilotée par l'OCDE, PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, évalue et compare les connaissances des élèves de 15 ans dans 3 domaines, la lecture, les mathématiques et la culture scientifique. Cette enquête montre le poids de l'origine sociale dans les inégalités scolaires en France, alors que notre pays était dans la moyenne en 2000. En 10 ans, il y a eu un creusement des inégalités scolaires d'origine sociale. 2 exemples sont frappants. En France, un lycéen de milieu défavorisé a 2 fois moins de chances d'entrer dans l'enseignement supérieur que s'il avait grandi en Espagne ou en Irlande. Dans notre pays, un lycéen a 4,3 fois plus de risques d'être en échec à 15 ans s'il est issu d'un milieu social défavorisé, alors que la moyenne de l'OCDE est de 3 fois. Un autre enseignement fort de cette enquête est que l'efficacité ne se mesure pas seulement au niveau de la dépense publique. L'étude montre que certains pays de l'OCDE, qui dépensent moins que la France, sont mieux classés, Pologne, Singapour, Corée du Sud par exemple. L'enjeu est donc de dépenser mieux, de redéployer les moyens en fonction des priorités et des besoins. Nous avons déjà avancé en cette voie, comme l'illustrent notamment 2 types de mesures, mise en place des programmes du primaire recentrés sur les fondamentaux que sont la lecture et l'écriture, et instauration d'un véritable dispositif d'accompagnement éducatif comprenant l'aide personnalisée, l'accompagnement personnalisé, le tutorat, l'internat d'excellence. Ces mesures que nous soutenons mettent en lumière l'objectif poursuivi par le gouvernement ces dernières années, limiter le plus possible le nombre d'élèves en difficulté. Mais cela ne saurait suffire et notre système éducatif doit encore évoluer. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Ministre, les mesures que le gouvernement envisage, notamment en matière d'autonomie de décision des établissements scolaires, pour renforcer notre efficacité dans le domaine de l'éducation? Je vous remercie. Pour répondre au président Legendre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Legendre, vous avez rappelé les résultats de l'enquête PISA qui sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de comparer notre système éducatif avec près de 64 pays membres de l'OCDE ou au-delà. Et ils montrent que notre pays se situe à la fin du premier tiers de l'ensemble du panel qui a été évalué. Nous sommes dans la moyenne des pays de l'OCDE au niveau des acquis aussi bien en français qu'en mathématiques. Mais surtout, ces tests PISA nous renseignent sur 2 faiblesses de notre système éducatif. D'abord, la France reste le pays du grand écart, c'est-à-dire que nous avons un nombre d'élèves qui accèdent à l'excellence, à l'élite, qui est trop réduit, alors que nous avons un nombre d'élèves en grande difficulté qui a plutôt tendance à augmenter. Et puis deuxièmement, nous savons que nous avons du mal à lutter dans le système éducatif français contre les déterminismes sociaux, et c'est le cas d'ailleurs dans tous les grands pays développés, mais encore plus le cas en France,
où nous avons du mal à lutter contre les inégalités sociales. Alors que faire par rapport à cela? Je pense que la politique que vous avez évoquée, Monsieur Legendre, et que nous menons va dans la bonne direction, non pas parce que c'est la nôtre, mais c'est parce que c'est celle qui a été menée par tous les pays qui obtiennent de meilleurs résultats que nous dans ces enquêtes PISA. Une politique qui est basée sur la personnalisation de l'enseignement. Si on veut, après le défi de la massification, de la quantité qui a été celui des années de 70 à 90 dans le système éducatif français, si on veut réussir le défi de la qualité, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait bien une solution pour chacun à la fin de l'école, nous devons tout au long de la scolarité organiser des temps de différenciation, c'est-à-dire faire plus pour les élèves qui ont plus de difficultés, c'est-à-dire être capable d'accompagner individuellement les élèves, comme par exemple les décrocheurs scolaires, ce que nous faisons avec les plateformes de décrocheurs, comme par exemple l'aide personnalisée dès le primaire pour détecter les difficultés de lecture avant qu'il ne soit trop tard, ou comme par exemple le travail que nous menons sur les enfants handicapés. Nous accueillons beaucoup plus d'enfants handicapés aujourd'hui qu'il y a 5 ans dans le système éducatif. Et puis nous avons un autre levier à activer que vous avez évoqué, c'est faire davantage confiance aux acteurs locaux, déléguer, transférer des compétences vers les établissements scolaires, vers les chefs d'établissement, vers les professeurs. C'est le sens de l'autonomie que nous mettons en marche progressivement dans le système éducatif. Plus de personnalisation, plus d'autonomie, c'est l'esprit de la politique que nous menons. Je pense que c'est la meilleure réponse à ces tests PISA. Monsieur le Président Legendre, très brièvement, parce que le ministre nous a apporté beaucoup d'éclairage. L'accent sur les décrocheurs, ces problèmes nous préoccupent. Nous avons vu dans d'autres pays, ma commission s'est rendue récemment au Canada et a vu ce qui se faisait en Ontario, au Canada, pour les élèves décrocheurs. Nous pensons que nous avons là des exemples à prendre. Il vaut mieux rattraper les élèves menacés de décrochage quand ils sont encore à l'école que de mettre en place des systèmes de rattrapage plus coûteux ensuite et moins efficaces. Priorité à l'école. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Yannick Baudin. Pour le groupe socialiste, vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'y reviens. Les conclusions de l'étude PISA 2009 sont alarmantes et révélatrices de l'échec des politiques éducatives de la France. Selon cette étude, la proportion des élèves les moins performants en compréhension de l'écrit est passée de 15 à 20%. Loin d'avoir tiré les leçons du classement moyen de 2003, le gouvernement a laissé se dégrader la qualité de notre enseignement. Les quelques mesures annoncées, limitées à quelques expérimentations d'ailleurs, n'y ont rien changé. Le rapport PISA éclaire le système éducatif français d'une lumière peu reluisante. En prenant en compte divers indicateurs comme la profession des parents, leur formation, le nombre de livres à la maison ou encore la langue parlée, ce rapport démontre qu'en France, plus que dans n'importe autre pays de l'OCDE, il est beaucoup plus difficile pour les jeunes issus de milieux défavorisés de réussir à l'école, avec une vulnérabilité particulièrement marquée pour les jeunes de la première génération immigrée. Autrement dit, en France, l'origine sociale et familiale est un facteur déterminant pour réussir à l'école. Nous sommes le champion des inégalités en matière d'éducation et ça, c'est inacceptable. Dans le même temps, le groupe des meilleurs élèves, lui, est passé de 8,5 à 9,6 en lecture. Alors que cette progression devrait nous réjouir, ces chiffres constituent une autre source d'inquiétude car ils montrent que les écarts se creusent entre les élèves au sein de notre système. Le système français actuel est conçu pour les élites. La politique la plus récente, celle de la carte scolaire ou des lycées d'excellence par exemple, a la prétention de permettre l'émergence et l'élargissement de ces élites. L'intention est certes bonne, mais encore faudrait-il que, dans le même temps, la grande masse ne soit pas abandonnée à son sort. Pourtant, un des enseignements fondamentaux du rapport PISA nous montre qu'œuvrer à favoriser l'excellence n'a rien de contradictoire avec le fait de rehausser le niveau de compétence des élèves peu performants. Au vu de ces constats, quelles mesures allez-vous prendre, Monsieur le Ministre, pour inverser la tendance de l'aggravation des inégalités dans les écoles de notre pays et éviter que lors de la prochaine enquête PISA en 2012, la France ne recule une nouvelle fois dans le classement international? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Luc Châtel. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Baudin, vous avez utilisé un ton non polémique pour votre question, donc je vous répondrai sur le même ton.
mais vous avez fait référence à l'action du gouvernement par rapport à la politique éducative. Juste une remarque, Monsieur Baudin, les élèves qui ont été évalués par le test PISA de 2009, ils avaient 15 ans en 2009, ils sont donc entrés dans le système éducatif en 1997. Donc ce sont les enfants des réformes qui ont été menées à la fin des années 80 et au début des années 90 dans le système éducatif. N'y voyez pas malice de ma part, c'est simplement un recul, une analyse qui permet de mieux appréhender l'impact des politiques éducatives et de mesurer leurs résultats. Alors, monsieur le sénateur, je note comme vous les carences de notre système éducatif et nous cherchons à y remédier. C'est par exemple pour cette raison que nous avons décidé de mettre en place des internats d'excellence. C'est quoi les internats d'excellence? C'est l'idée de permettre à des élèves issus de milieux défavorisés, dont on sait que s'ils ne sont pas pris en charge davantage par le système éducatif, accompagnés aussi bien sur le plan éducatif que sur le plan culturel, eh bien ces élèves-là, on sait très bien qu'ils ne réussiront pas. Eh bien 4000 élèves actuellement bénéficient de ce nouveau dispositif. C'est un vrai progrès en matière d'égalité des chances. Ensuite, monsieur le sénateur, vous me permettrez de répondre sur l'opposition que vous essayez de faire entre l'élite et les élèves en grande difficulté. Monsieur le sénateur, moi je pense que nous devons relever le niveau de l'ensemble de nos élèves. Nous avons besoin d'une élite dans notre pays. Et j'observe que dans un pays comme la Finlande, on a 14 à 15% d'une place d'âge qui est considérée comme faisant partie de l'élite, là où en France on est à moins de 10%. Donc nous avons aussi en France besoin de jeunes plus qualifiés qui vont vers l'excellence. Et l'école de la République, c'est aussi l'école qui est capable de mener les élèves méritants le plus loin possible. Et en même temps, nous avons besoin de faire en sorte qu'il y ait moins d'élèves qui quittent le système éducatif sans qualification, avec un accompagnement personnalisé plus important. Et ça, c'est l'idée de toute la politique que nous menons de personnalisation tout au long de la scolarité. Aide personnalisée, accompagnement éducatif, accompagnement personnalisé au lycée. Vous voyez, telle est la politique que nous voulons mener pour inverser cette tendance, qui est une tendance structurelle qui remonte à plusieurs années. Merci. Monsieur Baudin. Oui, monsieur le ministre. J'ai cru un instant que vous alliez me reprocher à Charlemagne de n'avoir pas pensé plus tôt à inventer l'école. Ceci étant dit, je prendrai un seul exemple pour vous répondre. Les internats d'excellence. Imaginons, et je veux faire ce rêve, que les internats d'excellence soient effectivement une solution pour les élèves qui sont particulièrement en difficulté, y compris sur le plan social. Mais êtes-vous aujourd'hui en mesure, monsieur le ministre, de dire qu'il y aura autant d'internats d'excellence en France qu'il y a d'élèves en difficulté, y compris sur le plan social? Ça n'est pas en créant une dizaine d'établissements que vous réglerez le problème. Il en faut quelques centaines en France. Et ça, pouvez-vous aujourd'hui, dans les contraintes budgétaires que vous nous expliquez assez souvent, faire en sorte qu'il y ait une réponse pour tout le monde? En conclusion, pour l'instant, les internats d'excellence, c'est de l'affichage, et vous avez à la porte de ces internats des centaines de milliers d'élèves qui attendent, et ça n'est pas tolérable. La parole est maintenant à notre collègue Madame Gonthier-Maurin pour le groupe communiste républicain citoyen. Sénateur du Parti de gauche, vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur le dispositif CLAIR et sur le démantèlement de l'éducation prioritaire qu'il induit de fait. Je voudrais d'abord vous citer. Le dispositif CLAIR, s'il réussit, si l'expérimentation fonctionne, a pour objectif d'être étendu et de remplacer les dispositifs d'éducation prioritaire qui existent aujourd'hui, Marseille le 25 juin dernier. Puis, ce programme est une expérimentation qui n'a pas, a priori, vocation à se substituer à toute l'éducation prioritaire. Nous en dresserons le bilan, nous l'évaluerons et nous réfléchirons à la façon de coordonner les différents dispositifs au Sénat le 26 octobre dernier. Depuis, votre ministère a annoncé l'extension en septembre du programme CLAIR qui absorberait ainsi la quasi-totalité des réseaux Ambition Réussite.
Sur quelle base, quel bilan, quelle évaluation en 4 mois seulement d'expérimentation? En quoi Claire est-il plus probant que les dispositifs existants? Leur nature est très différente. Claire est un programme de lutte contre la violence scolaire, une différence de taille avec l'éducation prioritaire qui est avant tout un dispositif de lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière éducative. Avec Claire, plus de notion de zone ni de réseau, c'est la logique d'établissement qui l'emporte, pas étonnant pour qui promotionne l'autonomie des établissements. Claire se caractériserait par son innovation, mais l'innovation pédagogique a toujours été le maître mot de l'éducation prioritaire. Dans ce domaine, la circulaire Claire du 7 juillet ne propose d'ailleurs rien de nouveau. Non, la vraie innovation de Claire réside dans l'amorce prudente, il est vrai, le sujet étant sensible, de la généralisation des postes à profil pour à terme imposer la libéralisation du recrutement des enseignants. Alors que les acteurs de l'éducation prioritaire s'accordent pour en réclamer la relance, vous l'atomisez. Monsieur le ministre, que deviendront les réseaux de réussite scolaire et les milliers d'élèves qu'ils accueillent? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. D'abord, Madame le sénateur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je veux vous rappeler que l'Éducation nationale investit chaque année plus d'1 milliard d'euros dans l'éducation prioritaire. C'est donc un engagement significatif qui fait partie des politiques que nous menons. Et ce système, cette politique d'éducation prioritaire avait besoin de toilettage, d'harmonisation, de coordination. Je rappelle que nous avons aujourd'hui de mémoire plus de 13 dispositifs qui se superposent. C'est le résultat d'empilement de politiques menées depuis le début des années 80. Le millefeuille qui s'est superposé des différentes organisations. C'est un constat, madame, ce n'est pas une critique. On a le droit d'avoir des idées et des propositions. Simplement, mettez-vous à la place d'enseignants qui voient se superposer des politiques sans véritable cohérence, alors qu'ils ont besoin de mobiliser leurs moyens et de concentrer leur énergie pour faire réussir leurs élèves. Donc oui, nous avons une conviction, madame. C'est que c'est en donnant davantage de moyens et en faisant davantage confiance aux acteurs locaux, aux établissements, aux professeurs, aux chefs d'établissement, qu'on obtient de meilleurs résultats dans des établissements qui ont plus de difficultés, qui accueillent davantage d'élèves issus de familles défavorisées et qui peuvent rencontrer des problèmes en matière de violence. Et d'ailleurs, ça corrobore un certain nombre d'études internationales et ça a été issu des États généraux sur la sécurité à l'école que nous avons organisés au mois d'avril dernier. Donc nous avons expérimenté le dispositif Claire dans 105 collèges aujourd'hui, qui permet une autonomie à la fois pédagogique, une autonomie en matière de recrutement. C'est une vraie nouveauté qu'un chef d'établissement puisse partager un projet pédagogique avec son équipe et donc recruter en conséquence des enseignants qui partagent ce projet pédagogique. Et un dispositif innovant parce que les professeurs qui s'engageront pour 5 années avec une volonté donc de participer sur la durée à un tel projet. Nous avons besoin de stabilité dans ces établissements et nous avons besoin également de rémunérer davantage, de revaloriser les étudiants, les enseignants qui font ce choix de s'engager dans des établissements plus difficiles pendant plusieurs années. C'est donc tout l'esprit de ce programme Claire et l'idée c'est que les dispositifs rares, les collèges rares, réseau ambition réussite, et vocation, je dis bien et vocation, à devenir clairs progressivement. Je ne dis pas que tous les collèges clairs passeront rares à la rentrée, je dis qu'ils ont vocation à le devenir dans un souci de clarification et de simplification. Madame Gauthier-Morin, brièvement, merci. Toilettage, monsieur le ministre, on sait ce que ça veut dire en langage RGPP. Moi, je vais vous donner un exemple. Dans les Hauts-de-Seine, sur 24 collèges en réseau réussite scolaire, 3 seulement seraient préservés. C'est ça votre politique. Quid également de la cohérence avec la politique de la ville. La révision de la carte des ZEP devait se faire, on s'en souvient, en lien avec celle des US, mais cette dernière pourrait n'intervenir qu'en 2014, date de prolongation des contrats urbains de cohésion sociale. Bien sûr, d'ici là, la réforme des collectivités territoriales sera entrée en vigueur. Cette politique éducative n'est pas la bonne, monsieur le ministre, car elle abandonne un objectif fondamental, celui de la mixité sociale pour lui préférer une mixité des élites, investissant des moyens sur quelques bons parmi les plus défavorisés. Je vous le dis très sincèrement, ces choix ne permettront pas d'inverser le creusement des inégalités scolaires en France, où l'impact de l'environnement socio-économique, c'est ce que dit PISA, sur la réussite des élèves est particulièrement élevé. Pire, je crois, ils les accentueront.
La parole est maintenant à notre collègue Jacqueline Gourault pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le ministre, je ne doute pas que vous estimiez que dans notre démocratie, la reconnaissance des talents et des mérites ne devrait pas dépendre de l'hérédité sociale et des hasards de la naissance. Et pourtant, jamais depuis le début de la massification scolaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui a ouvert les études longues au plus grand nombre, jamais notre école n'a été aussi inégale. Deux exemples très rapidement tirés des statistiques de votre ministère. 79% des élèves provenant des catégories sociales favorisées ont obtenu un bac général contre seulement 18% des élèves d'origine défavorisée. 55% des bacheliers qui entrent dans les classes préparatoires aux grandes écoles ont un père, cadre, chef d'entreprise, professeur ou membre d'une profession libérale contre 5% des enfants d'ouvriers. Et l'inégalité, c'est aussi l'inégalité, je ne vais pas reprendre tous les chiffres PISA qu'ont donné mes collègues, des milliers d'enfants qui n'ont pas les éléments fondamentaux du savoir, la lecture, l'écriture et le calcul. Vous savez bien, Monsieur le ministre, que le nombre d'élèves faibles en compréhension de ces matières de base a augmenté de façon spectaculaire d'une étude à l'autre de PISA, et notamment le nombre de ces élèves parmi les plus pauvres socialement. Donc, on court vers une école à deux vitesses. Monsieur le ministre, je suis de celles qui pensent qu'il y a deux choses fondamentales: le nombre d'enseignants et la formation des enseignants. Et là, il ne s'agit pas de vous accuser de quoi que ce soit. Chaque gouvernement a eu ses responsabilités. Mais là, ce sont deux questions précises, c'est la suppression des postes à la rentrée et la suppression de la formation des maîtres, même si j'ai entendu, Monsieur le ministre, je vous l'accorde, le président de la République dire qu'il allait réouvrir ce chantier. Je crois qu'il aurait mieux fait de ne pas le fermer. Donc, Monsieur le ministre, quand allez-vous nous donner des objectifs précis et simples, concertés avec les acteurs de l'éducation et préparer l'école de demain? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame le sénateur Gourault, vous avez raison de vous indigner contre le nombre d'élèves qui quittent le système éducatif sans qualification, qui maîtrisent mal les fondamentaux. Je me permets simplement d'attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que ce nombre n'a jamais été aussi peu élevé dans notre système éducatif. Et que, Mesdames et Messieurs les sénateurs, quelle était la situation dans notre système éducatif avant le collège unique? Quelle était la situation avant qu'il y ait des bacs professionnels qui permettent inventés par Jean-Pierre Chevènement, grande avancée, qui ont permis une insertion professionnelle grâce à l'éducation nationale. Donc il faut aussi regarder les résultats sur une longue durée. Alors Madame Gourault, vous avez raison de vous indigner contre le fait que 20% d'élèves qui maîtrisent insuffisamment les fondamentaux en sortant du primaire, c'est trop important. Et nous devons nous mobiliser face à cela. Eh bien, c'est précisément ce que nous avons fait. J'ai décidé d'engager un plan de lutte contre l'illettrisme qui prévoit de travailler dès la classe maternelle sur la question du vocabulaire, l'apprentissage des mots, le par cœur, parce que la vraie inégalité sociale, Madame Gourault, c'est qu'un élève qui est issu d'un milieu favorisé, il va maîtriser 600 ou 700 mots en rentrant en cours préparatoire, là où l'élève qui sort d'un milieu défavorisé, il va maîtriser 150 ou 200 mots. Eh bien, on sait que ce deuxième élève, il a beaucoup moins de chances à apprendre à lire correctement que le premier. Donc, le rôle de l'école, c'est d'inverser cette tendance et donc d'être capable, dès la classe maternelle, mesdames et messieurs les sénateurs, de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation autour de la lutte contre l'illettrisme, et c'est ce que nous avons engagé. Enfin, vous vous inquiétez du nombre de professeurs, madame le sénateur. Je veux juste vous rassurer sur le fait qu'il y aura à la rentrée 2011 plus de professeurs dans le système éducatif qu'à la fin du début des années 90, alors qu'il y a moins d'élèves dans le système éducatif. La parole est maintenant à madame Gourault. Bon, je pense qu'on a un problème de statistiques, mais ça n'est pas grave. Monsieur le ministre, je vais vous dire quelque chose. Ne le prenez pas mal, hein, ne le prenez pas comme une attaque, ne le prenez pas... Je dis ça... bon. Monsieur le ministre, je vais vous dire un truc. Vous avez parlé de l'anglais à 3 ans, il y a 2 ou 3 semaines.
Vous avez parlé d'un seul enseignant pour les sciences physiques, la chimie, les sciences de la vie et la technologie. J'entends bien, mais c'est, comment dire, c'est presque des niches, je dirais. Ce que les Français attendent, et prenez-le vraiment positivement, ce que les Français attendent, c'est que leurs enfants, qui sont dans l'école de la République, réussissent, comme c'était le cas sous la Troisième et la Quatrième République. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire aujourd'hui pour que notre pays... Non mais j'entends, Monsieur le Ministre, ce que vous me dites, mais pour que notre pays ait une chance de devenir, dans l'avenir, une nation de recherche, une nation avec des têtes bien faites, une nation, je dirais, qui prépare notre jeunesse à l'avenir. La parole est maintenant à notre collègue Alain Dufaux pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis la rentrée scolaire 2007, un assouplissement de la carte scolaire, pour ne pas dire une suppression, a eu un effet pervers dans les établissements réputés difficiles, en particulier en zone d'éducation prioritaire et, bien évidemment, dans les collèges ambition réussite. Dans ces secteurs, on assiste en effet à ce que j'ai appelé un écrémage des meilleurs élèves qui partent dans d'autres établissements, quand ce n'est pas dans l'enseignement privé, et bien évidemment une accentuation de la ghettoisation des collèges ou lycées des quartiers défavorisés. La Chambre générale des comptes a d'ailleurs dénoncé dans un rapport en mai 2010 le risque de ces ghettos scolaires. En ce qui me concerne, j'ai le triste privilège d'être le conseiller général d'un canton où le premier collège du réseau Ambition Réussite a été fermé sur les 254 que compte le réseau. Il s'agit du collège Paul Gérard dans le quartier Montclar d'Avignon. Et même s'il faut chercher les vraies motivations de cette fermeture dans les justifications politico-financières, il n'empêche que c'est en raison de l'assouplissement de la carte scolaire que le Conseil général de Vaucluse a pris la décision de le fermer. Eh bien, après une année d'expérience de redéploiement de ces élèves dans 2 des collèges du centre-ville, le bilan éducatif et social est un véritable fiasco. L'hétérogénéité des classes rend la tâche des équipes des enseignants complètement insurmontable. L'absence de proximité de l'établissement et du quartier ne cesse de faire croître l'absentéisme. Et enfin, les moyens en diminution ajoutent encore à la difficulté des enseignants non préparés à ce public d'élèves, plus d'élèves par classe, 26 au lieu de 20 en ZEP, moins de CPE, pas de passerelle avec les SECPA, plus d'écoles ouvertes, etc. Alors j'ai attiré à maintes reprises l'attention des responsables de l'éducation nationale sur ce sujet, y compris vous, Monsieur le Ministre. J'ai même déposé une proposition de loi le 1er septembre 2009 pour essayer de provoquer une mixité à l'envers dans ce type d'établissement, mais le tout est resté sans suite. Pourriez-vous m'indiquer donc quelles sont les pistes mises en place par l'éducation nationale qui peuvent influer de façon optimale sur l'aire d'attraction de ces établissements, qu'il s'agisse de la différenciation de l'offre de formation ou bien sûr des modalités d'affectation des élèves? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Dufaux, d'abord, si la carte sociale, la carte scolaire a voulu être assouplie par le Président de la République, c'est parce que, Monsieur Dufaux, j'ai le sentiment, et je pense qu'elle est partagée sur beaucoup de bancs dans votre Assemblée, que le système précédent était absolument désastreux et qu'il a conduit à une ghettoisation que vous dénoncez aujourd'hui vous-même. Nous avons assoupli le système et non pas supprimé le système, ce qui a d'ailleurs permis à un certain nombre d'élèves, enfants de boursiers, d'élèves issus de milieux défavorisés, d'élèves enfants handicapés, de bénéficier de dérogations alors que ce n'était pas le cas précédemment. Et je veux, Monsieur le sénateur, rebondir sur l'exemple que vous avez cité dans votre département. D'abord, l'éducation nationale ne ferme pas de collège sans l'avis de l'autorité organisatrice départementale, à savoir le Conseil général dont vous êtes membre, Monsieur le sénateur. Et il y a eu un travail de concertation entre l'inspection d'académie et le Conseil général de votre département pour réorganiser la carte scolaire. Les 2 collèges d'accueil, Mistral et Vernet, qui ont accueilli les élèves du l'ex-collège Gérard, ont aujourd'hui un nombre moyen d'élèves par division qui est analogue à celui de l'éducation prioritaire. Les moyens réseau ambition réussite du collège Gérard ont été intégralement redistribués au collège d'accueil
et ils ont même été majorés, monsieur le sénateur, puisque un poste supplémentaire de CPE a été attribué au collège Mistral. Les 9 assistants d'éducation qui existaient dans le collège Gérard ont été transférés dans les 2 collèges, donc ce sont des moyens supplémentaires. Et le transfert de ces élèves, monsieur le sénateur, il faut le reconnaître, a été, avec le recul, bénéfique, sans que l'attractivité des établissements d'accueil en pâtisse, puisque sur l'ensemble des collèges du Vaucluse, le collège Vernet occupe la 4e place en matière d'attractivité et le collège Mistral la 16e. Et ce qui est intéressant, c'est que l'absentéisme de ces établissements a baissé. Donc vous voyez, monsieur le sénateur, je sais que ce sont des décisions difficiles pour des élus, mais en même temps, c'est important de regarder comment répartir les moyens sur l'ensemble du territoire pour qu'à la fin, le système public de l'éducation nationale soit plus performant. Et c'est ce que nous faisons au quotidien avec les élus locaux. Monsieur Dufaux. Bien, monsieur le ministre, il se trouve que les 3 établissements que vous avez cités, y compris les 2 du centre-ville, sont dans mon canton et que je participe à tous les conseils d'administration. Donc je sais très bien que la situation n'est pas aussi idyllique que ce qu'on vous l'a décrit à partir de l'inspection d'académie du Vaucluse. Bon. Alors moi, ce que je voudrais vous dire très simplement, le but, ce n'est pas de remettre en cause l'assouplissement de la carte scolaire, c'est d'essayer de trouver des solutions efficaces pour éviter que dans les quartiers difficiles, en ambition réussite et en ZEP, la ghettoisation augmente. Bon, c'est ça la vérité. Alors si on peut favoriser des mixités à l'envers, comme je le proposais dans ma proposition de loi, je crois que c'est une bonne solution. Moi je considère que la mixité ne se décrète pas, mais qu'il faut la favoriser par des moyens adaptés. Merci. Chers collègues, la parole est maintenant notre collègue Madame Françoise Cartron pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en premier lieu, je souhaiterais attirer votre attention sur la 6e enquête quadriennale réalisée par l'Observatoire de la vie étudiante. Les résultats publiés en ce début d'année sont alarmants. Ainsi, les étudiants issus des classes populaires sont moins nombreux qu'il y a 4 ans à suivre des études supérieures. De 35% en 2006, leur part est descendue à 31% en 2010. Malgré ces conclusions inquiétantes, rien n'est fait pour conforter notre système éducatif, bien au contraire. En effet, ni le rapport de la Cour des comptes publié en 2010, ni les résultats de l'enquête PISA n'auront eu d'effet sur votre politique qui se borne à comptabiliser la part croissante d'élèves en échec scolaire, le plus souvent issus de milieux défavorisés. A contrario, vous usez et abusez d'une rhétorique, celle de l'excellence. L'objectif de 30% de boursiers en classe préparatoire, très bien, si ce n'est qu'un enfant d'ouvrier sur 2 ne décroche pas le bac. Une évaluation en CM2 pour lutter contre l'échec scolaire, pourquoi pas, mais dans le même temps, les rasettes sont supprimées et les maîtres absents non remplacés. Vous agissez comme un tamis éducatif qui sélectionne les meilleurs et ne cherchez jamais à intervenir en amont. Ainsi, le recul de la scolarisation entre 2 et 3 ans, qui est passé de 35% à 12%, et tout particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire. La suppression de la carte scolaire dont on vient de parler, augmentant la ghettoisation de certains établissements, joue en défaveur des plus fragiles. Au-delà de l'étranglement budgétaire qui étouffe les équipes sur le terrain, vous vous êtes également attaqué à la formation des enseignants. Tous les pays en tête dans les classements internationaux ont investi massivement dans ces formations. La mastérisation mise en place cette rentrée aboutit à un véritable gâchis. Alors, au travers des propos de Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, qu'entendez-vous par élément de la formation à revoir? Car derrière ces euphémismes se trouve la réalité du terrain. Et sans vous perdre dans un style amphigourique, une réponse claire et précise nous permettrait de nous éclairer tous. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale vous répond, vous avez la parole. Madame le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président, je crains que 2 minutes 30 pour répondre à votre question soit un petit peu court, mais je vais tâcher de vous apporter quelques éclaircissements. Nous avons décidé de nous attaquer aux inégalités sociales avec ma collègue Valérie Pécresse. Le président de la République avait fixé un objectif, 30% de boursiers en classe préparatoire. Nous avons dépassé cet objectif avant l'échéance qui avait été fixée.
Donc c'est un signal très fort que nous envoyons à des élèves issus de milieux modestes, mais qui doivent réussir grâce à l'école de la République. Dans la réforme du lycée que nous avons engagée depuis la dernière rentrée, nous avons décidé d'accompagner davantage les élèves dans leur choix d'orientation. Vous évoquez les inégalités sociales et vous avez raison, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de plus fort comme inégalité sociale que l'accompagnement en matière d'orientation entre un élève qui va être, parce qu'il est issu d'un milieu qui connaît l'école, le système éducatif, et un enfant issu d'un milieu familial peut-être déstructuré, éloigné de l'école. Il y a une vraie inégalité. Il y en a un qui va se voir décrypter le monde de l'école et qui va éviter parfois les pièges, la complexité du système, et il va trouver sa voie, et l'autre qui sera incapable de s'orienter de manière personnelle. Donc nous avons décidé d'accompagner beaucoup plus les élèves en matière d'orientation, une orientation progressive, une orientation choisie, qui va se faire tout au long de la scolarité du lycée, avec des changements de trajectoire possibles, avec des passerelles, avec des remises à niveau, des stages de remise à niveau pour les élèves, et avec l'idée d'un tutorat en matière d'orientation qui est pratiqué par les professeurs. Vous avez d'un côté l'accompagnement technique par les conseillers d'orientation, et puis de l'autre, qui connaît le mieux les élèves en dehors des parents? Eh bien, ce sont les professeurs, et donc dorénavant, ils peuvent accompagner les élèves dans ce domaine. Donc vous voyez, je pense que c'est en ayant un meilleur accompagnement le plus tôt possible de ces élèves qui peuvent avoir du talent, qui peuvent avoir du mérite, mais qu'on doit détecter, les porter vers la réussite. C'est comme cela que nous avons décidé de mobiliser notre système éducatif. Mille excuses, Monsieur le Ministre, mais vous n'avez pas répondu à la question. La question portait sur la formation des maîtres, puisque dans toutes les enquêtes PISA qui montrent les pays en tête, lorsque nous analysons pourquoi il y a une telle réussite, c'est lié à l'investissement massif qui a été fait dans la formation des enseignants. Or, malheureusement, nous sommes allés à contrario dans cet objectif. Et aujourd'hui, vous le constatez, la mastérisation est un échec. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est quel remède allez-vous apporter pour la prochaine rentrée afin que l'on n'ait pas ces jeunes étudiants qui sortent tout frémoulus des universités et qui découvrent une classe en même temps que des élèves et en même temps que toute la difficulté du métier d'enseignant. Merci. La parole est à notre collègue Philippe Darniche pour la réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, combattre les inégalités sociales est la vocation même de l'école de la République. Et pourtant, malgré les différentes réformes menées depuis 40 ans, pour y parvenir, la mise en place du collège unique en 75 ou la loi d'orientation scolaire en 89 et bien d'autres depuis, elles s'aggravent, ces inégalités. La massification de l'enseignement n'a pas tenu ses promesses et la prétention de vouloir faire de l'enfant l'acteur de son propre apprentissage a échoué. Les statistiques entretiennent pourtant la confusion et le doute sur la nature des problèmes. La massification de l'accès au bac et à l'enseignement supérieur ne serait-elle pas la preuve que l'égalité des chances s'est renforcée? En réalité, il n'en est rien. Et ce sont les enfants des milieux les plus favorisés qui accaparent l'accès aux filières les plus prestigieuses de l'éducation. Les conséquences de cette politique se lisent dans les rapports d'éducation nationale. 160 000 jeunes quittent chaque année le système scolaire sans qualification. 25% des écoliers ont des acquis fragiles en français et en mathématiques. 15% connaissent des difficultés sévères et très sévères à l'issue du primaire. La France a beau abriter certains des meilleurs mathématiciens du monde, elle souffre toujours du niveau très décevant de ses élèves en algèbre et en géométrie. Cette crise se constate ainsi dans des comparaisons internationales. Je ne les citerai pas, nombre de mes collègues y ont fait allusion, mais toutes montrent que le niveau baisse chez nous régulièrement. Les premiers affectés par cette désillusion sont les enfants des milieux modestes qui se sont égarés sans information ni préparation adéquate dans des filières non sélectives et sans débouchés. Leurs parents étaient pourtant fiers d'avoir un premier bachelier, puis un licencié dans la famille, et pourtant l'ascenseur social n'est pas au rendez-vous. Alors, Monsieur le Ministre, comment parvenir à lutter contre les inégalités sociales dans le système scolaire sans restaurer la transmission des savoirs fondamentaux par des méthodes qui ont fait leurs preuves? La volonté d'ouvrir nos écoliers très jeunes à des connaissances élargies est certes louable, mais ne s'est-elle pas heurtée à l'acquisition des fondamentaux, maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul, préparant ainsi nos enfants aux études secondaires puis supérieures? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je pense que vous avez raison et pendant de nombreuses années, à la suite d'une période liée à mai 68 sans doute, nous avons oublié dans notre système éducatif que enseigner, c'était d'abord transmettre des savoirs. Et l'apogée ayant été la loi Jospin de 1989 qui plaçait l'enfant au cœur du système, oubliant qui était sans doute le maître et l'élève. Eh bien, monsieur le sénateur, moi je crois à un système éducatif qui mise sur la transmission des savoirs, qui rappelle que éduquer, c'est transmettre un certain nombre de valeurs, c'est préparer des citoyens. Et nous avons décidé de remettre en place un certain nombre de fondamentaux. Mon prédécesseur Xavier Darcos a mis en place une réforme du primaire qui est basée sur des programmes à base de fondamentaux. J'ai moi-même décidé de réinstaurer systématiquement le calcul mental pour que dès le plus jeune âge, on travaille sur les mathématiques, on fasse travailler la mémoire pour l'agilité d'esprit et faire en sorte que les élèves, dès le plus jeune âge, soient préparés à cela. Nous avons également, dans le domaine de la lecture, décidé de revenir à des méthodes de lecture qui permettent un apprentissage meilleur. Donc vous le voyez, monsieur le sénateur, nous avons décidé de recourir à ces méthodes fondamentales qui ont fait leurs fruits, parce que l'on ne doit pas oublier que éduquer, c'est d'abord transmettre le savoir. Merci, monsieur le ministre, des informations que vous donnez. Cependant, je voudrais simplement rajouter que il nous faut très souvent faire appel à des bénévoles pour aider les enfants le soir à la sortie de l'école qui ne peuvent pas trouver chez eux un soutien supplémentaire pour compléter le travail qui est fait par les maîtres, ce qui nous pose quand même quelques problèmes. Parce que autant ce dispositif est utile, il est difficile à mettre en place, mais autant je crois que c'est à notre école de la République de le mettre en place totalement. Merci. Merci, mon cher collègue. Mes chers collègues, je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 18h10 pour la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Monsieur le ministre, mes chers collègues, merci pour cette séance vivante de questions-cribles. La séance est suspendue. Voilà pour cette séance de questions-cribles thématiques. Dans quelques instants, les sénateurs vont examiner le projet de loi sur l'immigration. Je vous retrouve dans une dizaine de minutes avec François-Noël Buffet, rapporteur UMP de ce texte au Sénat. À tout à l'heure.